coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 31 mai et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Donc comme j'arrive à ouvrir avant le week-end, je pense que celui-ci sera peut-être un peu plus étalé. Alors je vous prends aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, j'ai un petit update à vous faire sur L'infirmière de Valérie Keogh, paru aux éditions City, donc il me semble le 23 mai, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre quoi. Donc ça, il est déjà en librairie, que j'ai terminé hier soir. Alors, on est sur un thriller psychologique, on est sur une lecture avec quand même une ambiance très malaisante, très malsaine, avec un personnage complètement barré, que dès le départ on sent qu'on se dit oulala, elle a un souci. Après, je dois vous avouer que je ne savais absolument pas où c'est que l'auteur allait nous mener, puisqu'on va suivre Lisa. Donc au départ, on la rencontre, elle est enfant, elle est à l'école, enfin à l'école primaire. Elle va être harcelée un petit peu par une nouvelle arrivante. Et à un moment donné, il va se passer un événement qui va faire un petit peu basculer ce personnage qu'on sent déjà très borderline. Ensuite, elle va cumuler un drame familial et on la retrouve après quelques années plus tard dans une deuxième partie où elle est adulte et où elle est désormais infirmière. Et là, on se rend compte qu'elle est toujours, que c'est vraiment une jeune femme qui est très perturbée, qui vit en mode solitaire, qui fréquente quasiment personne. Enfin, vraiment, elle a vraiment des trucs, c'est hyper malsain. Après, je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas non plus vous spoiler. Et pour ma part, de mon côté, en toute honnêteté, il m'a quand même manqué quelque chose. Parce que je vous avoue que j'attendais quand même un poil plus. Peut-être que ça devienne un petit peu encore plus trash, encore plus malaisant, bien que ça le soit déjà pas mal. Mais voilà, je m'attendais à un poil plus. Et surtout, j'ai vu venir pas mal de choses au final. Parce que finalement, j'ai vu venir pas mal de choses, notamment des choses qui se passent dans sa famille, puis des choses qui se passent après quand elle est infirmière. Il y a pas mal de choses quand même que j'avais un petit peu anticipé. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était, à mon sens, c'est une lecture assez prévisible. Après, c'est quand même très addictif, c'est-à-dire que la plume est très entraînante et très incisive. On a envie de continuer et les chapitres sont très courts. Il y a un rythme très effréné au niveau de la lecture. Vous le savez, moi j'adore quand les chapitres sont courts et qu'ils s'enchaînent comme ça très très vite. Mais voilà, j'avoue que pour la fin, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Je m'attendais à autre chose, voilà, j'en attendais autre chose. Mais après ça reste un bon thriller psychologique comme on aime, enfin comme moi personnellement j'aime. Après, bien évidemment, ça n'égale pas La femme de ménage ou La psy de Frida McFadden que j'ai lu dernièrement. Voilà, pour vous résumer un petit peu le truc. Maintenant, ça fait complètement le job pour une petite lecture. Ça se lit super vite. Après, moi, j'ai lu en 3 jours, mais parce qu'en ce moment, je vous disais, j'ai absolument pas de temps pour lire. Donc, quand j'arrive à accorder 2 heures de lecture dans la journée, en ce moment, c'est le grand maximum. Donc, c'est vrai que j'ai pas avancé très très vite. Donc voilà, il est déjà en librairie et ce livre m'intriguait beaucoup, donc je suis quand même très contente de l'avoir lu, même si ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Ensuite, je suis toujours dans la lecture de Meurtre et tarte au citron vert, mais il sera terminé ce soir, c'est sûr. Il me reste une centaine de pages, donc voilà, je vous ferai un update complet dès que je l'aurai terminé. Ensuite, j'ai reçu un petit colis, enfin un gros colis. Inutile de vous préciser que on a déjà regardé ce qu'il y avait dedans, hein. Voilà, je vous montre, voilà. Mais bon, donc je sais ce que c'est. Je vais faire du bruit. Je sais ce que c'est puisque c'est mon colis additif. Donc c'est la sélection que j'ai fait pour le mois de... Toujours un petit mot gentil de la part de Bérénice. Bon là, il a souffert, il a été tout écrasé. Donc c'est la sélection que j'ai faite pour le mois de juin. Alors je suis contente, je les reçois, je serai un peu moins à la bourre le mois prochain pour les lire. Parce que le mois dernier la poste a fait tellement n'importe quoi que... Alors on va donc commencer par Jeux imprudents d'Emma Green. Donc il fait partie bien évidemment de la saga, c'est le 3e tome de la saga des Jeux interdits. Je trouve que ces rééditions sont vraiment trop belles. Comme d'habitude, il y a le petit
marque-page à l'intérieur. Donc là, si j'ai bien compris, donc moi celui-là, ce ne sera pas une relecture comme les 2 premiers tomes. On est vraiment sur une découverte. Et dans celui-ci, si mes souvenirs sont bons, on va suivre Harry, je crois bien. Il me semble, hein. Oui, c'est ça. Voilà, on va suivre Harry dans ce premier tome. Donc voilà, je vous lis pas la 4e de couverture parce que je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. Mais je vous en reparle bien évidemment très très vite. Et vous savez qu'il sort j'ai dit le 13 juin. Ça va mieux. Je suis au top aujourd'hui. Oui, c'est ça, le 13 juin. Donc celui-là est disponible à partir du 13 juin. Et regardez-moi la couverture, je ne sais pas si vous la voyez bien de près, mais elle est vraiment trop trop belle. Je suis complètement fan de cette réédition. Ensuite, j'ai demandé Younger de Mary Hale à paraître le 20 juin aux éditions Addictive. Donc là aussi, je pense que je dois avoir le petit marque-page à l'intérieur, assorti à la couverture. D'ailleurs, je suis pas ultra fan de la couverture. Je la trouve trop, je sais pas. Oui, en fait, ça fait très estival par contre, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me... Ben bon, c'est un détail, hein, bien sûr. Alors, je vais vous lire la 4e. Elle représente le fruit défendu. Pourtant, il suffirait d'un rien pour qu'il succombe. Depuis les bancs de l'école, Romy et Maya sont comme des sœurs. Cette année, Maya a décidé d'offrir une surprise de taille à Romy. Un voyage d'1 mois en Italie dans sa maison paternelle. 10 ans que cette dernière n'y était pas allée. 10 ans donc qu'elle n'avait pas revu le père de Maya. Mathis Milano. À presque 40 ans, ce dernier est à la tête d'un restaurant mondialement réputé en Toscane. Il est ravi d'accueillir les filles pour l'été, mais quand il revoit Romy, il se rend compte qu'elle n'a plus rien de la petite fille de ses souvenirs. Elle est devenue une magnifique jeune femme, mature et rayonnante. La cohabitation risque d'être compliquée et la conscience de Romy mise à mal quand le désir s'en mêle et que l'interdit est à son paroxysme. Alors, vous vous doutez bien de pourquoi j'ai pris, puisqu'on va être sur une relation, sur une trope Ashgate. Alors, je connais pas du tout l'auteur, pardon. Mais voilà, ça me tentait énormément. Donc voilà. Donc apparaître le 20 juin. Ensuite apparaître le 27 juin. Il s'agit de Dare to Love de Ada Wildotter. Donc aux éditions Addictive bien évidemment. Avec pareil le marque-page. Là par contre j'aime bien la couverture, elle est plutôt sympa. Et je vais vous lire tout de suite la 4e couverture. Résumé. Elle a mis des années à l'oublier, il suffit d'un regard pour la faire douter. Quand Ariana annule ses fiançailles et revient dans le village de ses parents pour recommencer sa vie à zéro, elle ignore ce qu'est devenu Adam. 10 ans se sont passés depuis cette soirée où tout a basculé, où leur lien s'est brisé pour de bon. 10 années qu'elle ne l'a pas vu, que son prénom est banni des conversations familiales, qu'elle agit comme s'il n'avait jamais existé. 10 ans, c'est sûrement suffisant pour retourner incognito dans le village qu'il a vu grandir. C'est même assez pour oublier, cicatriser et avancer, n'est-ce pas? Oui, Ariana en est convaincue. Adam n'est plus un problème. Il n'est plus rien d'ailleurs. Alors pourquoi est-elle en train de fuir après avoir croisé son regard? Donc voilà. Alors ça me tente aussi beaucoup. Donc là on est sur un 3 seconde chance. Donc je vous dis les 3 pour faire à mesure. Comme ça. Voilà, par exemple ces deux-là peuvent largement rentrer dans le challenge. Donc celui-là en relation interdite et celui-ci en seconde chance. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous les dire. Et celui-là, je ne sais pas du tout le trope. Je pense que ça doit être un ennemi to lover, c'est mon avis. Je suis imprudent, mais là, je vous conseille bien évidemment de lire la saga dans l'ordre. Alors, qui dit 31 mai, dit bilan de fin de mois. Donc je vais vous faire un petit bilan, mais vraiment très très rapide de mes lectures du mois de mai. Donc au mois de mai, j'ai lu 14 livres. Donc c'est celui-ci qui sera le 14e, mais il sera terminé ce soir, donc pas de souci. Donc j'ai lu 14 livres, c'est beaucoup moins que ce que j'aurais voulu, je l'avoue. Je suis à peu près, je crois, aux alentours de 6000 et quelques pages. Mais voilà, pour moi, là, ce mois-ci, j'ai pas vraiment eu le temps de lire comme je voulais. J'ai eu moins de temps, j'ai eu moins envie aussi, je dois le reconnaître, puisqu'il y a des moments où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, on va pas rentrer dans le détail. Alors ce mois-ci par contre, j'ai eu 3 coups de cœur. Et
deux lectures assez mitigées et un abandon. Alors, l'abandon, je vous en ai plus parlé. Attendez, je reviens. Donc, on va commencer directement. J'ai abandonné Love Theoretically d'Ali Hazelwood. Voilà, ça ne l'a pas fait. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai lu à peu près une 120 ou 140 pages, je sais plus. Mais j'avais absolument pas envie d'y retourner. Donc, ça, la lecture devenait, entre guillemets, un moment de torture. Donc, voilà, j'ai fait traîner. Je l'ai tiré pendant 3 jours. 3 jours, j'ai lu 120 pages. Donc, voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, on arrête. Donc voilà, pour moi, ça sera un flop, évidemment. Après, je sais qu'il a eu beaucoup de succès et que beaucoup l'ont adoré. Moi, personnellement, ça ne l'a pas fait du tout. Il y a un truc qui m'a pas plu dans la plume. Alors, j'ai déjà lu des livres de l'auteur. Le dernier que j'avais lu, c'était Check et Matt, que j'avais beaucoup aimé. Love Hypothesis, j'avais bien aimé, mais enfin, c'était pas non plus un coup de cœur. Et là, clairement, ça m'a pas du tout... je suis franche, ça m'a absolument pas donné envie d'y retourner. Alors je sais que je vais me faire taper quand vous allez entendre ça parce que c'est un petit peu la ref Ali Hazelwood, mais moi ça le fait pas. Ensuite, en lecture mitigée, il y a eu Rendez-vous au bord du lac de Carly Fortuné, donc qui est une romance seconde chance sur une double temporalité. C'est une auteure canadienne et j'avoue que voilà, celui-là ça l'a pas fait et pourtant la couverture est juste magnifique, donc ça me fait presque voilà, mais bon, ça arrive. Donc c'était un livre que j'avais reçu de la part de Babelio, ça. Ensuite, qui n'a pas été terrible comme lecture, il y a L'Atelier des vies brisées de Donji Snider, donc qui était la parution de mois de mai de Faubourg Marigny. Donc voilà, ça m'embête parce que vous savez, en plus Faubourg Marigny, c'est vraiment le premier le premier partenariat entre guillemets annuel que j'ai décroché. Voilà, enfin ça a une valeur sentimentale pour moi et ça m'embête toujours quand j'accroche pas avec les livres. Mais voilà, là clairement ça n'a pas été une super lecture pour moi. Ensuite, on va passer au coup de cœur. Donc, il y a eu ce mois-ci 3 coups de cœur. Le premier coup de cœur revient à Christian et Stella pour le livre Twisted Lies. Donc, c'est le livre 4 de la saga Twisted d'Anna Young, paru aux éditions Hugo. Donc, il est sorti fin avril, je crois. La pépite. Alors, je suis tombée aujourd'hui sur une story je crois qu'elle est partenaire Hugo en plus, qui a abandonné ce tome 4 et je ne comprends pas pourquoi. Voilà, j'avoue que ça m'a laissé assez dubitative, mais voilà, c'est exactement. On est vraiment... heureusement, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais voilà, par exemple, moi, là, j'ai abandonné et je sais que beaucoup ne comprendront pas. Et là, j'ai pas compris qu'elle abandonne aussi, surtout que, voilà, quand on arrive au tome 4... Pour moi, c'est qu'on a quand même fait un petit peu le tour de la saga. Mais enfin bon, voilà. Moi, c'est une pépite. Je vous recommande cette saga. Alors attention, je mets quand même des petits guillemets en vous disant il y a des trigger warnings. C'est quand même... on n'est pas sur des relations toutes saines. Voilà, c'est quand même assez toxique. Il y a quand même des choses un petit peu hard. Il y a beaucoup de scènes spicy. Alors pas trop dans celui-là par contre. Mais dans le reste de la saga. Donc voilà, je mets un petit peu en garde. Mais franchement, cette saga est une pépite. Ensuite, il y a La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smelzer. Alors, entre cette couverture qui est magnifique, cette histoire qui est juste complètement, qui m'a totalement emportée, voilà, je vous le recommande et moi j'ai hâte. J'espère que les éditions anciennes vont sortir rapidement le tome 2. Et ensuite, il y a celui-ci dont je vous ai parlé récemment et dont je viens d'ailleurs de publier tout récemment aussi mon avis sur Instagram. Donc c'est La librairie disparue d'Ivy Wood aux éditions City. Entre pareil, cette couverture magnifique parce que l'objet livre est juste sublime. Mais encore, je n'ai pas le collector quand je l'ai vu le collector quand je suis allée à Cultura. Il est juste trop beau. Et cette histoire complètement singulière, cette histoire qui nous balade un petit peu dans le temps, qui nous balade un petit peu entre magie et réalisme, c'est très bizarre, c'est très voilà, c'est une lecture qui m'a surprise et qui m'a enchantée en fait. Voilà, j'y pense toujours, je vous jure, voilà, c'est une lecture qui m'a marquée et qui je pense me marquera. Alors ensuite j'ai lu d'autres romances. J'ai lu 3 autres romances. Donc j'ai lu Up Always de Miyaka que j'ai absolument adoré, qui est sorti aux éditions Addictive avec une thématique qu'on rencontre très peu. Donc pareil, je recommande fortement.
J'ai lu bien évidemment le tome de la saga d'Emma Green, donc qui est Jeux insolents. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'ai préféré au tome 1. Ensuite, j'ai lu Evil Eats aux éditions Addictive de Anaka Anderson, dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog, donc je ne vais pas bien évidemment y revenir dessus. Ensuite, j'aurais lu 2 Cozy Mystery, donc j'ai repris en fait 2 sagas que j'ai en cours. C'est à peu près les seules sagas que je poursuis en Cozy Mystery. Je pense que les autres, je vais quasiment arrêter, à part je crois peut-être les Dames de Marlowe que j'avais dit, je lirai quand même le tome 2, je l'ai dans ma palle, j'aime bien cette saga, mais en fait il y en a trop de sagas et je me rends compte que après au bout d'un moment ça devient compliqué de toutes les gérer. Donc Meurtre sous les étoiles de C.A. Larmer, donc qui est le tome 3 de la saga du club des amateurs de romans policiers, et là on est sur le tome 8 de la saga des enquêtes d'Anna Svensson. Ensuite, j'ai lu mes 2 auteurs chouchous qui ont sorti un livre le même jour, donc Virginie Grimaldi et Anne-Gaëlle Huong. Bien évidemment, je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est des lectures que j'apprécie. Je pense qu'elles sont encore... elles font partie encore des rares auteurs qui arrivent à m'embarquer avec ce genre de roman. Puisque clairement, vous le voyez, j'en lis de moins en moins de romans tranches de vie. Voilà, c'est... de moins en moins. Autant je vais être très attirée par la romance, autant je vais être très attirée par les romans historiques ou par les romances historiques, par les Cozy Mystery, par certains thrillers, et encore les thrillers, ça devient, je me rends compte que je ne lis quasiment plus que du thriller psychologique. Mais voilà, petit à petit en ce moment j'ai l'impression quand même que mes goûts rétrécissent un peu, alors qu'à un moment donné je lisais vraiment de tout. Là c'est vrai que les tranches de vie ça m'attire plus quand je lis les résumés. Je suis allée en librairie il y a quelques jours, et quand je regarde, ça me tente beaucoup moins que ce que ça me tentait avant. Et ensuite, j'ai lu également La femme au kimono blanc d'Anna Jones. Donc on est sur un roman historique qui nous emmène au Japon. Et celui-là, je vous le recommande. Après, je fais une petite parenthèse concernant ce roman. Pour les jeunes mamans, je pense qu'il risque d'être un petit peu compliqué à lire. Voilà, je dis ça, juste je lâche rien d'autre au niveau des infos, mais voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était un bon mois de lecture, même si j'ai eu 2 lectures un petit peu, voilà, moins bien que d'habitude. Après, pas de grosses déceptions non plus quand même ce mois-ci. Et un abandon. Voilà. Après les abandons, c'est vrai que je vous en parle pas forcément, mais... En fait, au final, moi, j'abandonne assez facilement. Enfin, pas assez facilement. Je m'explique. Je lis un livre, si au bout... je me laisse toujours à peu près 150 pages. Si au bout de 150 pages, je sens que j'ai pas envie d'y retourner, que ça fait deux jours ou plus que je suis dessus, ou que je n'avance pas, c'est-à-dire qu'une ligne sur 2, je pose, je prends mon téléphone, je regarde un petit peu le soleil dehors, les papillons qui volent, tout ça, je sais que ce livre n'est pas fait pour moi. Donc... je pense que j'avoisine les plus de 300 livres dans ma palle à peu près, même s'il faut que je fasse un gros tri parce que je sais qu'il y en a certains qui n'en sortiront jamais. Mais avec autant de livres à lire, j'ai pas forcément envie de perdre du temps à lire des livres qui m'accrochent pas. Alors c'est peut-être une question de timing, je pense que pour, on va dire, 70% des cas, c'est une question de timing. Parce que en général... les livres que j'achète, je choisis quand même, voilà, j'essaye quand même de choisir des choses qui sont susceptibles de me plaire. Donc là, normalement, ça aurait dû le faire à Hazelwood, par exemple. C'est une romance, je crois qu'on est sur un fake dating. Il me semble, oui c'est ça, on est sur un fake dating sur celui-là. Bon, ça aurait dû largement le faire, et au final, ça l'a pas fait. Bon, donc ça peut être une question de timing, ça peut être plein de choses. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que, quoi qu'il arrive, je n'insiste pas. Quand je sens qu'au bout de 150 pages, j'avance pas, en général, je mets de côté pendant une semaine. Si j'ai envie d'y retourner, j'y retourne. Mais très souvent, ça finit que je n'y retourne pas. Donc voilà, j'essaierai peut-être de vous montrer quand j'abandonne un livre. Mais c'est vrai qu'en général, j'y pense pas parce que du coup, je les prends, je les re-range. Et puis voilà. Il faudrait que je fasse un gros tri parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et bien évidemment, je vous reprends plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le lundi 3 juin et je vous reprends parce que ce week-end, j'ai lu
Butcher and Blackbeard, donc qui est le tome 1 de la série The Ruinous Love de Brian Weaver, paru aux éditions Verso. Alors d'ailleurs, je voulais faire une petite précision concernant les éditions Verso. C'est apparemment une filiale des éditions Seuil. C'est une maison d'édition qui a pour vocation d'éditer des livres un petit peu inclassables, on va dire. Voilà. Donc je vous l'ai montré, je crois, dans mon précédent vlog, en vous disant il ne traînera pas. Effectivement, il n'a pas traîné puisque je l'ai acheté et dès que j'ai eu terminé ma lecture en cours, j'ai eu qu'une envie, c'est de me jeter dessus pour voir vraiment ce qui se cachait derrière cette couverture que j'adore, qui est très colorée avec des choses étranges dessus puisqu'il y a des têtes de mort, il y a des tronçonneuses, il y a une hache et en même temps un couple qui s'embrasse, donc c'est assez décalé. Et voilà, je voulais me faire mon propre avis. J'avais lu quelques avis, je n'irai pas plus loin sur les avis que j'ai lus. Certains que j'ai d'ailleurs pas vraiment compris. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il y a de nombreux trigger warnings. Je crois que je vous l'avais dit quand je vous avais présenté le livre. Donc, il y a beaucoup de trigger warnings. La liste est assez longue puisque... je vais vous montrer. Donc, il y a quand même pas mal de trigger warning. Là, il y a encore derrière la suite des trigger warning. Les pages ne tournent pas très bien. Voilà. Et il y a encore tout ça. Donc, quand vous lisez les trigger warning, dans mon sens, c'est un petit peu comme quand vous attaquez une dark romance. Vous savez ce qu'il y a dedans. Au même titre que quand vous attaquez un thriller. Et bien souvent, il n'y a pas de trigger warning sur la majorité des thrillers. Et moi, je peux vous dire que je suis parfois tombée sur des trucs très gore, très dérangeant et on n'était pas forcément avertis. Donc voilà. Maintenant, sur tout ce qui est dark romance, puisque là, on va dire que c'est... Alors moi, je ne mettrai pas vraiment dans une dark romance. C'est une killer romance. C'est un livre vraiment... On a du mal un petit peu à le mettre dans une case et voilà, il n'a pas forcément besoin de rentrer dans une case. Mais voilà, une fois qu'on a lu les trigger warnings, on sait à quoi s'attendre, on sait si ça va nous convenir ou ça va pas nous convenir. Et surtout, on le prend avec du recul, puisqu'on est averti. C'est pas comme quand on ouvre un livre, on sait absolument pas ce qu'il y a dedans, et qu'on se dit « Oh mon Dieu, je tombe sur quelque chose qui me plaît pas ». Voilà, donc là je dis on est averti. Un homme averti en vaut deux. Bon Doris, ok je sors. Non mais voilà. Donc j'ai lu la liste des trigger warnings, même si ça m'aurait pas arrêté de toute façon. Je voulais savoir un petit peu, mais après je regrette un peu au final parce que je pense que ça spoil un petit peu quand même. Mais bon, bref. Donc voilà, on va faire la connaissance de Sloane et de Riley. Non, c'est pas Riley, j'arrive pas à le prononcer son prénom. Je vais voir en le lisant si j'arrive mieux. Rowan. Donc de Sloane et Rowan. Sloane et Rowan sont deux tueurs en série, mais attention. Ils ne tuent que des tueurs en série. Donc, pas de... N'ayez pas peur, ils ne vous tueront pas à vous si vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, ils traquent un petit peu tous les tueurs en série qu'ils peuvent et ils vont finir par se rencontrer en fait sur une scène de crime, entre guillemets, sur une œuvre, sur une de leurs œuvres. Ils vont se rencontrer et il y a un petit truc qui passe entre eux. Et de là, ils se mettent un petit challenge, enfin une compétition où tous les ans, ils devront traquer le même tueur en série et celui qui le tue a gagné. Donc voilà, donc j'avoue, c'est un jeu très bizarre. C'est bien évidemment, on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas dans une romance toute mielleuse, toute pleine de guimauve, non, pas du tout. On est sur quelque chose d'assez gore, le langage est cru, les scènes explicites sont crues, donc voilà, il faut le savoir et on s'en doute. Moi perso, je m'en doutais avant de démarrer. Donc on va suivre ces deux personnages qui vont se retrouver donc une fois par an. Mais on sent qu'il y a une attirance entre eux, on sent qu'il y a quelque chose qui est passé. Mais on ne sait pas quand c'est qu'ils vont faire le premier pas. Donc c'est un slow burn. Et j'ai adoré ce slow burn parce que justement il est plein de tension, parce que c'est rempli d'action. Puisque voilà, on va les suivre pendant, un peu avant cette phase, puis pendant la période de la compétition. Enfin bon voilà, drôle de compétition d'ailleurs. Mais voilà, on va les suivre et on connaît un petit peu toutes leurs pensées, puisqu'on est sur un roman choral où on a un chapitre où c'est Sloane qui a la parole et un chapitre où c'est Rowan qui a la parole. Donc forcément, ça nous permet un petit peu de savoir ce qui se passe dans leur tête, dans la tête de ces deux psychopathes, parce que soyons francs, voilà, c'est des psychopathes. Alors bien évidemment, c'est une histoire qui est sombre, avec des personnages sombres, avec des personnages tourmentés, puisque
pour en arriver à traquer les tueurs en série pour les tuer, il faut quand même être un poil tourmenté. Mais moi, il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rire, notamment un passage autour d'une ice cream cookie. Je crois que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Bref, passons. Après, il y a du gore, il y a de l'hémoglobine, on va pas se mentir, mais on va les suivre, puis on va assister à la naissance de leur histoire. On va voir tout ce qu'ils ont autour, c'est-à-dire toutes les situations dans lesquelles ils se retrouvent parfois, qui sont complètement tirées par les cheveux. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment. Donc, on est sur une romance slow burn, mais attention, je le reprécise parce que c'est déjà précisé dans les trigger warnings, mais que j'ai vu passer certains retours disant ouais, les scènes explicites sont crues. Mais oui, tu es dans une dark romance, tu es pas dans... On n'est pas dans une romance, encore que des fois, j'ai vu des scènes aussi crues dans des romances. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de scènes explicites, je le reconnais. Moi personnellement ça ne me dérange pas que ce soit dans ce style de lecture ou dans des romances classiques. Je suis pas gênée par les scènes de romance et au pire comme je dis quand ça gêne, quand je sens que ça n'a pas d'intérêt, que j'ai pas envie, je passe. Bon là j'ai pas passé mais c'est très cru, mais en même temps c'est... En fait, c'est drôle, voilà. Oui, on s'interrogera toujours pas sur ma santé mentale, hein. On a fait complètement le tour. Mais voilà, moi j'ai passé un très bon moment, je serai au rendez-vous pour le tome 2. Et voilà, ce livre mérite sa hype, clairement. En plus, franchement, le travail éditorial, c'est un premier roman, c'est le premier roman publié. Il y en a eu un autre en même temps, j'ai toujours pas cherché le titre. Donc voilà, premier roman publié de cette maison d'édition et je trouve qu'ils ont fait un travail de fou sur la couve. À l'intérieur, c'est très beau aussi, j'ai bien aimé. Il y a un petit marque-page qui accompagne, nous annonçant la sortie du tome 2. Donc voilà, franchement, rien à redire. Voilà, c'est pas un coup de cœur parce que j'aurais pas de coup de cœur pour ce genre de roman. Mais c'est une très bonne lecture et franchement, si vous aimez les lectures un petit peu... qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'avoue que celui-ci sort vraiment de l'ordinaire et franchement, j'ai passé un super moment. Alors ensuite hier, j'ai commencé Hôtel Portofino de J.P. O'Connell. Donc là, on est carrément sur une autre ambiance. Hein. C'est pas un... Là, vraiment, on change complètement d'ambiance. Alors, je lis ce tome 1 qui était dans ma palle depuis un petit moment d'ailleurs. Parce que le tome 2 va sortir prochainement aux éditions Faubourg Marigny, puisque ce livre de base là, j'ai pris le format poche et j'ai lu, mais de base il a été édité aux éditions Faubourg Marigny. J'étais pas encore flamboyante puisqu'il a été édité, je crois, il y a 2 ans. Et moi ça fait, ça fera 2 ans, mais à la fin de l'année, donc j'étais pas encore parmi les flamboyantes. Donc j'ai démarré ce livre pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 quand je vais le recevoir. Sachant que je trouve que c'est quand même mieux d'avoir lu le tome. Alors, on est sur un roman qui se déroule en Italie, comme vous pouvez le deviner au vu de son titre. Mais ce sont des Anglais qui s'installent en Italie et qui ouvrent un hôtel. On est à peu près juste après, un poil plus loin que la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'on est en 1926. On va assister à la montée du fascisme en Italie et on va suivre cette famille, donc Bella et Cécile, qui s'installent à Portofino, qui ouvre cet hôtel et il y a leurs 2 enfants, donc il y a Lucien et Alice. Et Alice a une petite fille, j'ai pas retenu son nom. Il y a beaucoup de personnages. Clairement, j'ai l'impression d'être un petit peu comme... Alors, c'est comparé à Downton Abbey dans la 4e de couverture, mais encore une fois, je n'ai jamais vu de ma vie Downton Abbey. Et pour être honnête avec vous, en série, ça m'attire pas du tout. Donc... je ne peux pas vous dire vraiment ça, mais moi ça me fait vraiment penser à la Villa aux Étoffes, sauf que là c'est un hôtel et que la Villa aux Étoffes c'était juste une famille où on suivait un petit peu tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui gravitaient autour et notamment le personnel de maison. Là c'est pareil, on suit également le personnel et les clients aussi qui sont pas... Alors il y a beaucoup de personnages, je vais pas vous mentir, et franchement il se passe pas grand chose. Je suis à la moitié, un peu plus que la moitié. Et pour l'instant, je suis un petit peu sur ma faim parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On va suivre cette famille, on sent qu'entre le mari et la femme, ça bat de l'aile. Le fils, je m'interroge beaucoup à son sujet. Il est censé En fait, là, ils reçoivent une mère et sa fille. La mère est absolument abominable. Tati Daniel à côté, c'est rien. Et il est censé se marier avec cette fille pour la dot, en fait, puisqu'il y avait encore des dots à l'époque.
On est en Italie, mais c'est très british, puisque on est de thé, on scone toute la journée, on boit du thé, on boit du whisky, on fume des cigares et on mange des scones. Donc voilà, c'est en Italie, mais il y a vraiment une empreinte très anglaise. On est très, ça fait très roman anglais, justement, avec tous ces petits cancans, les petites histoires de tout le monde qui s'occupe de tout le monde qui suit tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien de plus à vous dire. Je suis pas forcément ultra emballée. Après, j'espère qu'il va se passer un peu plus de choses, qu'on va arriver vraiment justement à ce contexte politique. Là, ça commence déjà à prendre un petit peu plus de place. Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est le contexte politique d'entre-deux-guerres et cette montée du fascisme. Voilà, dans tous les cas, je vous en reparlerai, je pense, dans ce vlog. J'espère finir pas ce soir, mais demain. Voilà. Sinon, je ne sais pas ce que je vais lire après. Je vous avoue, je vous ai dit, il faut absolument que je liquide au maximum tous mes services presse. Je me suis un petit peu laissée déborder, justement parce qu'il y a trop de livres que j'ai envie de lire. Quand je reçois les livres, j'aurais envie de les lire tout de suite, mais c'est pas forcément possible parce que je ne suis pas lectrice à plein temps, donc j'ai un travail et forcément, j'ai pas le temps de lire tout ce que je veux. Il y a de nombreuses sorties. Là, au mois de juin, j'ai déjà repéré 3 livres qui sortent le 5 que je veux m'acheter, plus un qui sort à la fin du mois. Donc voilà, je suis un petit peu dépassée par ma pile à lire, même si moi ça me tire pas souci, c'est-à-dire que je suis pas en mode stressée de la pile à lire, mais juste que c'est des livres qui me font très envie et que j'ai pas le temps de les lire. Voilà, c'est juste ça le problème. Et j'ai aussi pas mal de services presse et je veux vraiment, d'ici première quinzaine de juillet maximum, être à 0. C'est-à-dire à 0 de tout ce que j'ai reçu là et après on verra. Bon bah écoutez, pour aujourd'hui je vais vous laisser et bien évidemment je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le mercredi 5 juin. Alors, je vous reprends pour vous parler d'Hôtel Portofino que j'ai terminé hier midi je crois. De J.P. O'Connell aux éditions J'ai lu, mais précédemment édité aux éditions Faubourg Marigny. Et comme je vous le disais, en fait, je le lis parce que je vais recevoir là, sous peu, le tome 2. Donc forcément, je voulais évidemment avoir lu le tome 1 avant, parce que j'ai horreur, mais vraiment horreur de lire les choses dans le désordre ou d'attaquer un tome 2. Sans avoir lu le tome 1, je n'y vois pas vraiment d'intérêt puisque je suis souvent perdue. Enfin, donc voilà. Donc je l'ai lu. On est sur... Alors on est sur un roman qui m'a beaucoup fait penser dans la manière, dans la construction, dans certaines choses, quand même à la Villa aux Étoffes, sauf qu'on n'est pas... on n'est pas en Allemagne, on est en Italie, mais on est en Italie avec entre guillemets une famille anglaise qui vient de s'installer en Italie pour y ouvrir donc à Portofino un hôtel. Donc c'est très empreint de clichés britanniques, c'est-à-dire du thé, des scones, et puis dans la façon d'être, dans la façon de se comporter, avec tous ces petits cancans, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que sur la couverture il est marqué que ça fait penser à Downton Abbey, mais comme je vous le disais, n'ayant pas vu la série, j'aurais du mal à vous dire si ça y ressemble ou pas. Donc on va faire... Donc Hôtel Portofino, c'est l'histoire de Bella et de Cécile, un couple qui, pour un petit peu avoir du renouveau dans leur vie, parce qu'on sent très rapidement que tout bat de l'aile, vont prendre la décision d'aller s'installer à Portofino et d'ouvrir cet hôtel avec leurs enfants qui sont déjà adultes. Donc il y a Alice et Lucien. Lucien a un avenir un petit peu choisi par ses parents puisqu'il est promis à une jeune fille qui s'appelle Rose, avec qui il doit, les parents veulent absolument les marier. Alice, elle, est maman d'une petite Lottie et son mari est décédé au champ de bataille puisqu'on est en 1926, donc peu de temps entre guillemets après la Première Guerre mondiale. Donc on va suivre en fait la vie de cet hôtel, c'est-à-dire la vie dans son ensemble, que ce soit la famille, donc Ainsworth, je crois qu'il s'appelle. Si je dis pas de bêtises et vu mon anglais magnifique, c'est ça, Ainsworth, mais je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. On va suivre cette famille, on va suivre les clients, on va suivre également le personnel de maison, notamment une certaine Constance qui débarque là d'Angleterre, puisque la majorité du personnel a été ramené d'Angleterre. Donc il reste vraiment en mode... on est un petit peu dans un cercle assez fermé.
Pour tout vous dire, sur la première partie, enfin sur la première moitié du roman, je trouvais qu'il se passait pas énormément de choses. Il y a beaucoup de personnages, il faut quand même avoir bonne mémoire et j'ai limite regretté de ne pas noter au fur et à mesure de ma lecture le nom des personnages parce que j'avoue qu'à un moment j'étais un petit peu perdue de savoir qui était qui. Et on assiste également à la montée du fascisme. Donc c'est quand même un point important puisque ça joue un petit peu quand même sur certaines choses qui se passent à l'hôtel, notamment au niveau de certains chantages qui peuvent être exercés par les chemises noires, donc, et aussi de la prise de position de certaines personnes par rapport à leurs origines. Puisque voilà, on est vraiment en pleine période de montée du fascisme en Italie et on sait que ça va pas tarder à basculer. Donc, on va suivre tout le monde. Alors, sur la deuxième partie, il y a une petite intrigue, je vous dirai pas laquelle parce que voilà. Mais ce qui est essentiel, moi, ce que j'en ai retenu, c'est surtout en fait la vie des personnages. On va essentiellement suivre la vie de Bella et Cécile, qui est un couple qui approche la cinquantaine et qui bat vraiment de l'aile. Il va y avoir des découvertes, des révélations. Voilà, on sent que le couple est en train de prendre l'eau. Il y a aussi le mariage de enfin tout ce qui tourne autour de Lucien et de ce mariage qui lui est un petit peu commis d'office puisqu'il n'a pas le choix, il est obligé de se marier avec elle. Donc voilà, alors ça reste une lecture, pour moi, voilà, il m'a manqué quelque chose, je vais être honnête avec vous. On est sur un retour en demi-teinte puisque je me suis quand même un petit peu ennuyée. Il se passe pas beaucoup de choses. Alors, la chose qui aide beaucoup, par contre, c'est que la plume est assez... La plume est très fluide et ça se lit très très bien et très très vite, au final. Mais voilà, pour moi, ça manquait un petit peu de consistance. J'attends de voir ce que va nous réserver le tome 2. Je suis curieuse de découvrir et surtout au vu de la fin qui nous laisse quand même sur pas mal d'interrogations. Donc, j'ai envie de découvrir la suite. Mais voilà, pour ce tome 1, alors je me dis c'est un tome forcément de mise en place, puisque un tome 1 c'est souvent une mise en place, donc le 2 je pense qu'on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, et qu'il y aura certainement d'autres choses. Dans tous les cas, je vous reparlerai du tome 2 dès que je le reçois, pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu. Alors il sort le 5 juin, donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà en librairie. Donc si vous avez lu le tome 1 et que le tome 2 vous fait envie, allez-y, foncez. Et bien évidemment, je vous en reparle très très vite, dès que je le reçois, je vous le présenterai. Sinon, pour cette semaine, ça sera tout. J'ai commencé une autre lecture que j'ai terminée, mais en fait, je ne vous en parle pas dans ce vlog parce qu'il est déjà très très long. J'ai commencé à le monter, il fait déjà plus de 30 minutes et voilà. Je me suis un petit peu raisonnée ces derniers temps en me disant que voilà, il fallait vraiment pas que ça dépasse les 40 minutes parce que je sais qu'après, forcément, ça lasse un petit peu, je pense. Et voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Et j'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir certains livres et donner envie de les lire. Et comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser rien qu'un petit smiley, le code aujourd'hui, ça sera une fleur. Comme ça au moins, moi je sais que vous avez regardé cette vidéo et j'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, ça m'aide beaucoup sur ma chaîne. En attendant, je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.